Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On Bonjour. va démarrer donc notre dernière semaine de confinement normalement pour tous avec une reprise, on espère, qui va être correcte à partir de la semaine prochaine. On a décidé de faire deux derniers webinars, dont celui qu'on va vous présenter là pour cette semaine. C'est encore Adrien, je vais le laisser se présenter après rapidement, mais en tout cas, normalement vous le connaissez tous. On va évoquer ce qui est traitement d'entorse avec des semelles scientifiques, donc avec un paramétrage de semelles qui a pour but donc de limiter l'entorse, bien évidemment. Je vais vous demander juste sur la droite, vous avez une partie chat et une partie questions. Donc sur la partie chat, c'est vraiment la partie à utiliser. La partie question, on n'a pas forcément beaucoup accès. Donc utilisez la partie chat déjà pour nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et ensuite, la partie question éventuelle, on la regardera. Je te laisse te présenter rapidement, Adrien, et puis après, on va passer du coup à la présentation. Ça marche. Bonjour tout le monde. J'espère que cette dernière semaine se passe bien pour tout le monde, que vous en profitez encore un petit peu avant de reprendre avec la grosse reprise. Alors, donc pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc podologue depuis 12 ans, j'utilise la solution Scientifit depuis maintenant 2 ans à peu près, et ça représente aujourd'hui à peu près 80% de mon travail de semelle, sachant que je fais encore de l'intercalaire à côté aussi et du thermoformage, thermosoudage encore. Donc là aujourd'hui, on va parler donc de. Je sais pas si hop, j'ai eu une coupure de son. On va parler donc du traitement d'une entorse. Alors Maxime, c'est bon, tu peux lancer. Alors, petit rappel anatomique avant de commencer. Donc, le ligament collatéral latéral de cheville, composé de 3 faisceaux, antérieur, moyen et postérieur. Pour le faisceau antérieur, le ligament talofibulaire hante. Pour le faisceau moyen, le calcanéo-fibulaire. Et après, pour le faisceau postérieur, le talofibulaire postérieur. Voilà, donc, je vous fais un petit rappel. Donc, en fonction de comment on classifie, il y a deux manières de classifier les entorses. Je vous fais un petit rappel. Soit en odonogu, soit en castin. Donc, en odonogu, on distingue 3 stades. Un stade bénin, moyen et sévère. Pour le stade bénin, donc une douleur quasiment inexistante, minime. Une gêne fonctionnelle minime. Un œdème discret ou une absence d'œdème. Pas de bleu du tout, pas d'échymose. Et une sensibilité uniquement du ligament talofibulaire antérieur. J'insiste bien dessus. Pour le stade 2, une douleur plus ou moins variable. Une gêne fonctionnelle qui est bien là présente cette fois-ci, un œdème moyen périmalléolaire, une ecchymose limitée à la zone, encore une fois, périmalléolaire, donc toujours fibulaire, hein, une douleur fibulaire et une douleur donc à la palpation du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéo-fibulaire, donc le ligament faisceau moyen. Pour le stade 3, donc on a les 3 faisceaux qui vont être douloureux, une douleur persistante, une gêne fonctionnelle très importante, un œdème très important et une ecchymose très importante aussi. Donc ça, c'est la classification de Odonogu. Pour celle de Castin, donc là, c'est plutôt anatomique, celle-ci. On va distinguer 4 stades. Le stade 0, donc pas de rupture, une simple distension du ligament ou un étirement ligamentaire. Le stade 1, on va concevoir la rupture du ligament, donc faisceau antérieur. Pour le stade 2, rupture du faisceau antérieur et faisceau moyen. Stade 3, rupture des 3 faisceaux, antérieur, postérieur, moyen. Donc, je fais ce petit rappel par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, parce que je vais classifier l'entorse des deux manières. Comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Donc, c'est un patient que j'ai vu en juin 2019, un jeune, 23 ans, 1m87, 76 kg, très sportif. Il fait du foot, de l'athlétisme, de l'endurance. Il fait en règle générale du 1000 mètres, 2000 mètres. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de courir. Et il avait vraiment cette idée en venant au cabinet, quoi faire pour ne plus avoir mal. Parce que jusqu'à maintenant, on peut le voir dans les antécédents, il a eu 3 entorses à 1 an d'intervalle chacune, donc 2016, 2017, 2018, 2019, et aucune, et c'est là que c'est un peu curieux, n'a été pris en charge. Il n'y a pas eu de plâtre non plus. Et ces entraîneurs de haut sport l'ont pas aiguillé sur où aller. Là, c'est sa mère, en l'occurrence, qui était patiente chez moi, qui lui a dit de venir me voir. Au préalable, il allait voir son médecin, bien sûr, pour avoir l'ordonnance, et le médecin aussi ne comprenait pas trop pourquoi il n'avait pas été pris en charge. Bon.
C'est un jeune, alors on peut mettre ça sur le, peut-être là-dessus. Mais bon. Donc il vient me voir pour une entorse de son ligament collatéral latéral de cheville droite, et il décrit une douleur plutôt antérieure, donc on verra, mais plutôt faisceau intérieur, une douleur minime, et par contre une notion de traumatisme en inversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette entorse, elle est apparue au foot. Il était en train de courir, et tout simplement, ben, son pied il est parti en inversion, et il y a eu un étirement tout de suite du faisceau antérieur. Il évalue cette douleur à 4. Alors je répète pour ceux qui n'ont pas vu les conférences précédentes, pour ma part, j'évalue la douleur en fonction d'une échelle visuelle analogique. Donc 0, 10, 10, très douloureux, on ne peut plus marcher, 0, on a pas mal du tout. Je demande toujours au patient où il se situe. Ça me permet de voir un peu l'évolution dans le temps. Donc là, lui, il estimait qu'il avait une gêne à 4. La gêne fonctionnelle, elle est en regard de... Attends, Maxime, juste une seconde. Et la gêne qu'il a, en latéral, elle est associée à une douleur du coup de pied en interne. On va voir après pourquoi. Maxime, c'est bon, tu peux changer de diapo. Pour l'examen, donc je commence tout d'abord par regarder ce qu'il y a. Donc on n'a pas d'œdème, pas d'échymose. Je vais tout de suite à la palpation, aller palper mes 3 faisceaux ligamentaires, donc antérieur, moyen, postérieur. Le ligament donc antérieur, le faisceau antérieur, il est tout de suite douloureux à la palpation. Donc, je vais l'étirer, je vais essayer de manipuler un petit peu, de décoapter l'articulation, j'essaie de tourner un peu ça dans tous les sens pour essayer de recréer la douleur. La douleur, hein, comme je vous l'ai dit, on l'a tout de suite. Et à nouveau, il la situe à peu près à 3-4 à la palpation. En association avec ce test palpatoire, je fais mes testings musculaires pour connaître l'incidence qu'a eu son entorse donc récente sur ces muscles tout autour de l'articulation talocrurale. Donc je teste les fibulaires, et là j'insiste dessus parce qu'on n'a pas de luxation fibulaire dans ce cas-là. Super, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'atteinte ligamentaire autre, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Je teste aussi mon triceps, mon tibial postérieur et mon tibial antérieur. Et par rapport à la douleur qu'il évoquait à l'interrogatoire, je retrouve une douleur du tibial antérieur avec une triade symptomatique. C'est-à-dire une douleur à l'étirement, à la contraction et à la palpation. Donc on a une tendinopathie en plus du tibial antérieur, associée donc, à cette douleur du ligament collatéral latéral du faisceau antérieur. Je fais un test de mes mouvements anormaux. On a une laxité en varus forcé, mais par contre, on n'a pas de ballottement, de bâillement tibio-talaire. On n'a pas de tiroir non plus et pas de luxation fibulaire. Moi, je l'ai dit tout à l'heure par rapport au muscle. Ça, c'était pour revenir dessus. Je passe ensuite à mon examen en charge. On trouve un pied plat de premier degré. Ça, c'est un peu étonnant, parce qu'on pourrait penser que c'est plutôt sur un pied varus. En l'occurrence, là, on a un pied plat. Donc, je prends le pied plat comme il est. Il a une empreinte talon postérieur quadrangulaire, un isthme élargi et une empreinte symétrique. Genou plutôt en rectitude. Je mesure mon valgus d'arrière-pied. Je retrouve un valgus donc, au goniomètre de 4 degrés environ. Toujours en charge, je palpe à nouveau mon faisceau antérieur, qui est toujours douloureux. Je fais une mise sur pointe pour constater si la douleur augmente ou pas, à l'étirement volontaire. Donc, à l'étirement volontaire, on retrouve une douleur qu'il évalue, lui, à 2-3. Donc un peu moins douloureux qu'à la course. Par contre, quand il fait ce mouvement-là, il a à la fois cette douleur latérale et la douleur intérieure. La douleur latérale, toujours du faisceau antérieur, la douleur intérieure, toujours au niveau de l'insertion distale du tibia antérieur. Je regarde aussi mon bassin, pour ceux qui ne l'ont pas vu précédemment, je regarde toujours le bassin. Pas de douleur, par contre, on a une épine iliaque antérosup et une postérosup gauche plus basse, que j'estime moi à 10 mm. Il n'y avait pas cette notion de bascule pelvienne quand il est venu et son médecin n'avait pas regardé particulièrement. Je regarde quand même, je fais un bending test et je regarde s'il n'y a pas d'attitude scoliotique. Tout va bien de ce côté-là. L'attitude scoliotique, elle est forcément un tout petit peu lombaire par rapport à cette bascule pelvienne, mais c'est vraiment mineur. Je demande néanmoins au médecin de faire une radio juste pour constater, et effectivement, on retrouve une bascule de 12 mm. Mais comme il n'en souffre pas, je ne la prendrai pas en charge par la suite.
peux passer sur l'autre. Alors, pour l'examen en dynamique, les 3 phases du pas sont respectées, pas d'esquive d'appui du tout. Par contre, dès qu'il commence à accélérer le pas, il y a à nouveau cette douleur qui réapparaît en latéral et en interne. Son périmètre de marche, c'est important, il n'est pas diminué du tout. Par contre, quand elle court, il sent quand même cette gêne qu'il évalue, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 4. Valgus dynamique mineur d'arrière-pied et un FIC physiologique. Alors, pour le traitement, déjà, on va poser le diagnostic. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de la classification, soit Castin, soit Onogu. Pour Castin, donc, on est en stade 0. Et pour Odonogu, on est en stade 1, pour le ligament collatéral antérieur. Et on a une tendinopathie associée du tibial antérieur. Je lui conseille d'abord de reposer par rapport à l'entorse, les semelles bien entendu, et un strapping ou un tapping quand il fait des efforts. Alors surtout quand il va faire de la course d'endurance, ça peut l'aider un petit peu. Et en plus, je lui propose aussi un travail proprioceptif avec une prise en charge kiné, comme il n'y a jamais eu de prise en charge en parallèle. Pour ce qui en est de notre partie, donc pour les semelles, je vais lui proposer une semelle 3D avec un maintien arrière-pied majoré côté droit et un soutien de voûte pour limiter le travail du tibial antérieur, associé à des sous-entéraux totaux de tout l'avant-pied par rapport à sa reprise de sport. Pour lui donner plus de dynamisme, on va le voir ça ensuite sur la seconde diapo. Et notion importante aussi par rapport à la semelle, je vous ai dit qu'il pratiquait le football et l'athlétisme. Pour le football, chaussures très fines, et à l'athlétisme, il porte des pointes. Donc chaussures vraiment très fines. Il avait aussi une question par rapport à l'encombrement dans la chaussure. Il n'avait pas trop idée des semelles, c'est la première fois qu'il venait pour en faire, donc il ne savait pas l'épaisseur, mais il était inquiet parce qu'il avait en tête que les semelles étaient très épaisses. Je l'ai rassuré en lui expliquant que c'était des semelles fines, légères, et qui pourraient faire du sport sans problème avec ses chaussures habituelles, sans changer de pointure et sans avoir une sensation de serrage dans la chaussure. Par rapport à mon plan d'appareillage, donc là je reviens un petit peu plus en détail sur ce que je propose. Pour le maintien de son arrière-pied, pour stabiliser l'arrière-pied, je vais choisir un talon plat 50%. Alors pourquoi le talon plat 50%? Il vient en fait créer une cuvette talonnière tout autour du talon et on va pouvoir après jouer sur la dureté et sur l'angulation arrière-pied. Par rapport à son pied droit, donc le pied qui présente l'entorse, je vais avoir un short un peu plus élevé, un peu plus dur si vous voulez, en latéral, pour donner un peu plus de stabilité au pied. Mais il faut que je fasse attention par rapport à son pied plat, que je ne bascule pas dans l'autre sens non plus. Et je vous ai mis en dessous possibilité d'ajouter des taquets ou un élément stabilisateur sous la semelle. Pourquoi? Parce qu'en fonction de comment vous allez prendre en charge votre patient, vous pourrez sur la semelle rajouter le stabilisateur soit sous la semelle directement, je vous montrerai tout à l'heure sur l'application, ou alors en fonction, vous pouvez rajouter des petits taquets soit extérieurs, soit intérieurs en fonction de l'entorse que vous avez, de la prise en charge que vous voulez donner à votre patient. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Dans notre cas, ici, je vais ajouter aussi un soutien de voûte plantaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour limiter la sollicitation du tibia antérieur. Et j'ajoute des sacs totaux, donc sous-entérocapitaux totaux, pour augmenter le dynamisme lors de l'effort. Maxime, si tu as encore la semelle à côté de toi, il faut leur montrer. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les sacs entéro pour les sportifs. Parce qu'en général, ils sont assez friands de cette chose-là. J'ai un retour très positif là-dessus. Je ne sais pas si parmi les utilisateurs qui regardent, il y en a beaucoup qui font des semelles pour sportifs avec ces éléments-là. En général, c'est très apprécié. Tu l'as, Maxime, Ouais, je vais arrêter juste 2 secondes du coup le partage pour vous montrer. Donc, ce qui explique, j'essaie de prendre un livre. Ce qui explique Adrien, c'est ce côté en fait avec les sous-capes où on va créer du dynamisme ici et un effet rebond avec des sous-capes qui tiennent dans le temps et qu'on cet effet qu'on peut retrouver si vous connaissez les chaussures un petit peu sur l'Adidas Boost. C'est des sous-capes qu'on va prolonger chez pas mal de sportifs pour justement cet aspect rebond. Alors nous, on a eu des retours de sportifs qui sont professionnels sur notamment le championnat d'Ironman et qui nous disent que
plus que de la propulsion, ça améliore en fait leur battement cardiaque par minute dans l'effort. Donc à vérifier, hein, ça peut pas être dû que à la semelle forcément. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment un beau retour sur le fait de pousser entièrement la palette des éléments entérocapitaux. Et un second avantage, j'en ai pas parlé, mais là on peut le dire aussi, c'est qu'habituellement, moi quand je faisais des semelles pour sportifs, j'utilisais sur l'avant-pied un élément avec un short qui me permettait à la fois, ça a sauté? Non, c'est qui me permettait à la fois d'amortir et de restituer la force et l'énergie. Et dans ce cas-là, en fait, avec la semelle, ça me permet d'avoir quelque chose de très fin, tout en gardant le même matériel. Donc ça m'évite en plus, moi, d'avoir rajouté un élément sous l'avant-pied. Et c'est encore, pour le coup, un gain de place sur l'avant-pied. Ça, c'est assez important. Et Maxime, t'es là encore, Maxime? Ouais, je suis là, je suis là. D'accord. On a perdu ta vidéo. Ah. Hop. Vous m'entendez tous? C'est bon? Maxime? Oui, moi je t'entends. Je ne sais pas si Ok, c'est les autres ok, c'est bon. qui ne t'entendent pas. Je te laisse parler peut-être du paramétrage que tu as réalisé. Oui. Alors pour ce patient-là, j'ai pas pré-paramétré, j'ai pas choisi un pré-paramétrage que j'ai rentré dans l'application. J'ai fait ma semelle en fonction de son besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de trouble statique majeur à part ce pied plat de premier degré dont il ne souffre pas particulièrement. Ces pieds plats sont symétriques de part et d'autre. Je ne vais pas jouer sur donc ce trouble statique dont il ne souffre pas. Je vais juste aller m'occuper de la prise en charge à la fois de son entorse et de son tibia antérieur dont il souffre. Donc, on peut remarquer donc le pied droit, donc le pied à gauche de l'écran, on n'a pas exactement la même prise en charge que de l'autre côté. À savoir que je vais faire une dureté short à peu près équivalente partout sur la semelle. Par contre, à certains endroits, je vais augmenter un tout petit peu le short. Alors là, j'ai fait une sorte de bande pronatrice postérieure, donc avec un short à 4 en latéral des deux côtés. Sur les deux. Maxime, tu peux montrer juste le petit carreau sur la latérale de la semelle droite. Ouais. Ouais, désolé Isabelle, là, je suis au max moi, sur le son. Je peux pas faire mieux que ça. Adrien nous avait déjà fait la remarque, du coup je vais parler plus doucement. Et Adrien, il suffit juste que tu t'approches un peu plus, peut-être qu'on t'entendra un tout petit peu plus fort. Ah, mais j'ai les oreillettes, normalement, c'est le son, j'ai fait exprès. Alors, pour la prise en charge, je répète, pour apporter de la stabilité, j'ai créé donc un talon 50%, donc avec une cuvette talonnière. Je stabilise la semelle à la fois en interne et en externe, avec un short équivalent des deux côtés, et je donne de l'angulation à la semelle. Alors là, j'ai donné de l'angulation valgus et pas varus, c'est-à-dire que j'ai donné de l'angulation en interne et pas en externe. Alors, on pourrait dire que c'est pas logique par rapport à la prise en charge, mais je répète qu'il a un pied plat valgus de premier degré. Donc, je n'ai pas joué sur la hauteur de la voûte plantaire, j'ai joué sur l'angulation pour le pied plat. Parce que je ne veux pas faire de surcorrection par rapport à son pied plat. Comme je dis, il n'en souffre pas. Donc, je ne veux pas le prendre en charge plus que ça. Donc, je donne juste une Adrien, petite angulation d'arrière-pied. une petite question sur l'angulation, parce qu'au goniomètre, tu parlais d'une angulation de 4 degrés de valgus. Là, tu te mets un tout petit peu Ouais. en dessous par rapport à ce que tu as au goniomètre. C'est justement pour éviter une surcorrection. Pourquoi tu ne prends pas la mesure pile du Oui, comme je dis, goniomètre? parce que comme il ne souffre pas de son pied plat, ce n'est pas un motif de consultation, je ne vois pas l'intérêt de le faire. D'accord. Encore une fois, c'est propre à ma manière de traiter le patient. Après, par rapport à la hauteur de voûte, on peut voir les corrections de voûte que j'ai pratiquées en dessous. Donc tout en bas, j'ai corrigé de 1,5 mm uniquement dans la voûte interne à gauche et de 1 mm sur la voûte externe droite. Donc j'ai corrigé un tout petit peu plus du côté droit et j'ai donné des shorts un tout petit peu plus élevés du côté droit par rapport au côté gauche. Par contre, sur la hauteur de voûte du pied gauche, j'ai augmenté un tout petit peu la hauteur de 3 mm et en latéral, je n'ai pas corrigé du tout. Donc je crée comme ça une petite différence, elle est légère entre les deux pieds, avec une prise en charge plus englobante et qui va me permettre d'avoir un peu plus de pronation du côté droit que du côté gauche. Et là, par contre, on ne voit pas les sous-entéraux, mais les sous-entéraux, ils sont à 1,3 sur tout l'avant-pied. Et j'ai pas mis d'éléments en plus en ARC ou en BRC. Ok. J'avais juste Donc, une question, Adrien. Sur pas mal de coureurs, sur des semelles
qu'on a l'habitude d'utiliser peut-être un peu plus en thermo, on observe pas mal parfois d'irritation, voire de cloques sous M1. Je ne sais pas si ça Ah oui, t'arrive sous la main, aussi. ouais. Est-ce que Non, tu as des on en avait parlé dans les autres webinaires, oui, tout à fait. Alors, en thermo, effectivement, moi, c'est quelque chose que je retrouve quand même assez souvent, cette ampoule ou cette Flickten en arrière de la MTP1. Depuis que je fais de la 3D, j'en ai pas eu. Donc, je dis pas que ça n'arrivera pas, je pense que ça peut arriver, mais je pense que c'est plutôt par rapport à la manière de prendre son gabarit et de prendre son podoclic quand on va aller prendre la semelle. Parce que comme c'est toujours le praticien qui va choisir la ligne d'école, il faut faire attention à bien la placer. Si elle est mal placée, ça peut générer une friction et aussi en fonction du short qu'on va pratiquer juste en arrière de la MTP1, ça peut avoir une incidence. Forcément, plus ça va être rigide, plus on va augmenter les frictions. Plus ça va être souple, moins il va y avoir de friction. Donc, un conseil que je pourrais donner à la limite pour ceux qui ont des Flickten avec les semelles en 3D, c'est d'essayer de baisser le short en arrière de la MTP qui va créer la à zone ce doublure. niveau-là? Ok, Plutôt non, sur la zone 3. Ouais, là. c'est là, ouais. Ok, je vais Hum, passer à la semaine d'après. Juste pour le recouvrement, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si tu te souviens du recouvrement que tu avais utilisé. Non, là, j'ai plus d'idées. Si c'est pour le foot, j'ai dû lui proposer l'ortholite 2 mm. Et pour la course à pied, j'ai dû lui proposer le recouvrement 3 mm ortholite. Parce que des fois, en fait, pour ceux qui pratiquent le foot et l'athlétisme, je propose aux patients d'avoir plusieurs recouvrements et de jouer sur l'épaisseur, voire de ne pas mettre de recouvrement du tout, de garder juste la semelle propre. Et parfois, dans les chaussures de sport, on a déjà la semelle qui est à l'intérieur, la semelle de propreté, qui se retire. Et ils peuvent mettre leur semelle sous la semelle 3D, hein, sous la semelle de propreté, ce qui évite d'avoir une surépaisseur dans la chaussure. Et quand la semelle de propreté se retire complètement, et qu'ils vont utiliser les semelles que pour une paire de chaussures, pour une seule paire de chaussures uniquement, je propose de mettre le recouvrement et la semelle uniquement. Pas d'avoir deux recouvrements dans la semelle, bien entendu. Dans la chaussure, pardon. Sinon, ça fait une épaisseur trop importante et là, on va avoir l'effet de serrage, ce qui n'est pas ce qui est recherché du tout. Ok. Donc du coup, j'ai mis retour Alors, pour le patiente, mais c'est le retour du patient. retour patient, oui, on n'a pas vu ça. Donc, patient revu à 3 mois. Donc, à nouveau, palpation du ligament collatéral latéral faisceau antérieur. Plus du tout de douleur. À l'effort, rien du tout. Par contre, il restait une douleur résiduelle du tibia antérieur. Et à l'effort uniquement. À la marche, il n'y avait plus de toute douleur. Donc, ce que j'ai fait, là, ça se fait assez bien. J'utilise un EVA avec un short de 30 et je crée un ARC médial que je vais mettre juste en arrière de la MTP1 et que je vais coller sous la semelle. Donc, je ne la colle pas ni dessus ni entre recouvrement et la semelle. Je colle vraiment sous la semelle avec la néoprène. J'ai mis un ARC que de 3 mm. C'est dans la voûte plantaire. Donc, il faut faire attention quand on rajoute des éléments comme ça, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, si on met trop de short en arrière de la MTP1, ça peut créer des Flickten. Bon, là, en l'occurrence, on n'en a pas eu du tout. J'ai revu le patient au bout de 6 mois avec l'élément que j'avais ajouté. Il ne s'opinait plus d'aucune douleur. Et là, j'ai retiré l'ARC. Et depuis, tout va bien. Pas de souci. Donc, j'ai vraiment gardé juste la surcorrection, juste le temps de faire disparaître la pathologie dont il souffrait. Et maintenant qu'il ne l'a plus, on retire, on garde les semelles et il garde les semelles pour le sport. À savoir que les semelles, il les gardait à la fois à la ville et au sport. Maintenant, il les garde uniquement pour la pratique sportive. Et depuis, il est tranquille. Il n'a plus de soucis. Ok. Juste de ce que je comprends, Adrien, tu as une partie, on va dire rééducation et une partie également prévention, avec l'idée notamment de le rééduquer pour ne pas lui faire porter des semelles sur le long terme, notamment pour la ville. En revanche, pour le sport, par rapport à sa problématique, ton conseil, ce serait de porter des semelles sur le long terme systématiquement à chaque fois qu'il va faire de la pratique sportive. Voilà, en prévention, pour prévenir en fait de toute entorse. Après, bien évidemment, si jamais à nouveau il se tord la cheville, son pied part en inversion, la semelle elle pourra être efficace, mais dans ces cas-là, elle aura pas d'effet et elle repartira sur une entorse, bien entendu. Et simplement dans l'usage classique,
avoir la semelle lui apportera plus de stabilité. Et par rapport à la non prise en charge de ses précédentes entorses, ça ne pourra lui faire que du bien. Et il le reconnaissait Ok, lui-même, que depuis qu'il les avait, il se sentait mieux même pour la course à pied. d'accord. Toi, au niveau du renouvellement, là, tu le vois à 3 mois, tu le revois à 6 mois. Est-ce que quand tu le revois à 6 mois, tu lui demandes de revenir aussi, donc 6 mois après, donc 1 an en tout, pour éventuellement faire un renouvellement? Comment tu t'organises par rapport à ça? Non, c'est comme pour ma part, j'aime bien que les semelles durent dans le temps. Je dis aux patients que la durée de vie de la semelle, à peu près, elle est d'un an et demi, 2 ans en parfait état. Si au bout d'un an et demi, 2 ans, elle est en parfait état, je les invite à revenir au cabinet, refaire un point. Si tout va bien, mais j'en suis pas encore là, j'ai pas encore ce recul-là, vu que ça fait que 2 ans que j'utilise la solution à peine. Mais je pense que si la semelle elle est en bon état et qu'il n'y a pas de nouvelles problématiques, moi je repartirai pas sur un renouvellement, sauf si le patient est demandeur d'une seconde paire pour autre chose. Moi, je ne pousse pas à la consommation du tout sur les semelles. Si la semelle elle est efficace et qu'il arrive et qu'il pense à chaque fois à changer de chaussure, bah, tant mieux, ça lui fait une paire qui lui permet de tout faire. Mais parfois, j'ai des patients, par contre, c'est l'inverse. Ils sont contents et ils m'en prennent 3, 4 paires. J'ai une patiente, elle m'en a pris, sur le même plan d'appareillage, elle m'en a pris 4 ou 5 paires. Ok. Et ça t'arrive parfois de venir juste changer le recouvrement sur des patients qui reviennent? Oui, ah, ça par contre, oui, ça arrive. Comme le recouvrement, il a tendance à s'user comme n'importe quel recouvrement, hein, c'est ce qui est au contact du pied directement. Il a une durée de vie approximative, je dirais comprise entre 6 mois et 1 an. Dès qu'il est usé, ils reviennent au cabinet, on change le recouvrement, c'est reparti, le recouvrement est tout neuf, ils sont contents. Ok, très clair. Je sais pas si tu avais prévu ou pas, parce que bon, il reste 3-4 minutes, mais si tu voulais justement montrer quelque chose dans l'application ou pas. Oui, bah, par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure sur l'arrière-pied, alors je vais faire le partage d'écran cette fois-ci. Moi, je vais Est-ce arrêter le que mien. est-ce que c'est clair pour tous ceux qui regardent? Vous avez des questions ou pas? Tu me dis Maxime quand je peux faire le partage. Ouais, je coupe. Apparemment, c'est assez clair. On part du principe que quand il n'y a pas trop de questions, c'est ou que tous les gens ont tout compris ou que personne n'a rien compris et personne n'ose poser de questions. Mais j'ose espérer que tout le monde a bien compris et que ça pose pas de soucis. C'est quand même, au final, il a une pathologie qui n'était pas très sévère dans le cas présenté, avec un plan d'appareillage qui fonctionne, mais plutôt minimaliste au final, et qui fonctionne bien, de ce que je vois. Ah, loupé. Hop, je remets. Ah, ça a bugué. Hop. Alors, juste le temps que ça charge de nouveau. Ouais, je pense qu'il faut juste que tu te mettes voilà, en grand écran. Alors là, ça veut pas. Alors, non. J'en profite le temps que ça charge pour rappeler juste du coup à tous les utilisateurs, je vous ai envoyé un email à ce sujet, mais que la production a bien repris. Nous, les équipes sont prêtes, on a des machines qui tournent, donc on a la capacité de venir vous livrer en fonction des demandes que vous avez. N'hésitez pas à nous demander aussi si parfois il y a des urgences, parce que on essaiera de s'en occuper et de faire au mieux pour y répondre. Voilà, en tout cas, sachez que nous, chez nous, tout est ouvert et on espère que du coup sur la reprise, ça va aller pour tout le monde, même si ça sera évidemment dans des conditions particulières. Alors, J'attends juste je que refais. Adrien charge sa semelle. Je relance. Donc ça marche pas là, je sais pas pourquoi. J'utilise une autre appli. Ah, là c'est bon. Hop. Il y a des questions Maxime ou pas? Parce que je vois pas là. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Comme je disais, je pense que je sais pas si c'est des cas qu'on rencontre quotidiennement au cabinet, mais c'est quand même un cas qui est resté avec un paramétrage assez minimaliste et facile de comprendre.
Hop. Et comme je disais, j'ai pas fait de préconfiguration pour ce coup. Voilà, ça c'est bon. Alors, ça c'est bon Maxime, cette fois-ci. Alors, il y a une question qui est peut-être un peu plus personnelle. On me dit que c'est très clair. On me demande comment tu t'organises pour la facturation de deux paires. Est-ce que l'idée de la question, c'est je suppose que tu doubles pas l'examen clinique en tout cas, donc Non, non, que en fait, tu fais qu'un examen c'est pour toujours une de la paire. manière. Exactement. Je fais ça tout le temps en fait pour tous les patients, hein, que ce soit en 3D ou en classique, intercalaire ou thermoformage. Si jamais ils prennent plusieurs paires de semelles, je facture qu'une seule fois l'examen. Je fais un seul examen et par contre, je leur facture la semelle par la suite. Donc, je distingue moi l'examen de la semelle. Et tu Voilà. factures le vrai prix. Tu fais pas, on pourrait imaginer une tarification dégressive sur la Non, deuxième. je fais le prix de la semelle, moi l'examen clinique en fait. Ok. Alors, c'est bon, je partage l'écran. Hop, voilà. Là, c'est bon, vous voyez bien? On voit très bien. Ok. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'arrière-pied, donc de la cuvette. Alors, juste pour vous montrer, donc je répète, hein, je suis chez moi encore avec le confinement. J'ai pas de souris, ce qui n'est pas très pratique avec mon ordinateur portable. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai joué uniquement sur la cuvette ici. Mais si on veut, on peut donner plus d'angulation soit en externe ici, soit en interne avec des petits taquets qu'on peut ajouter, ou alors on peut jouer aussi sur un élément stabilisateur sous la semelle. À choisir, moi je préfère le talon 50% que l'élément stabilisateur. Après, à mon avis, c'est en fonction de l'utilisation de chacun. Je vais vous En montrer parlant, comment on peut. en parlant de stabilité, juste Adrien, est-ce que ça t'arrive justement d'augmenter vraiment la cuvette talonnière, tout Oui, simplement, ouais, si je veux que ce soit plus englobant, ouais, tout à fait. ok, pour créer un anneau talonnier réellement et pour stabiliser vraiment l'arrière-pied. C'est ça. Alors, pour la semelle, je voulais vous montrer ça. Si jamais on décide de jouer sur l'angulation, donc là, je reprends donc l'examen de départ. Donc ça, c'est ma semelle. J'ai mis 3 degrés de valgus. Si je veux jouer sur l'angulation, en gardant le degré de valgus, juste le temps que ça charge. Ah, si, c'est bon. Ouais. Ça va faire apparaître des taquets donc en latéral ici. Et on pourra jouer après sur la hauteur de ces taquets pour avoir quelque chose de plus ou moins important. Voilà, ici. On peut faire la même chose en latéral, mais si on veut faire en jouer en latéral, il faut partir sur des angulations varus, ici. Donc là, mettons 4. Après, on ne peut pas associer les deux. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez développer ou pas, Maxime, par la suite. Là, l'idée ça va être une façon d'associer les deux, mais prochainement, j'espère avant cet été, de pouvoir vous proposer une sorte en fait, de talonnette stabilisatrice au niveau de l'arrière-pied, que vous allez pouvoir orienter en correction valgus-varus et que vous allez pouvoir également augmenter en hauteur de 0 à 10 mm avec l'idée, effectivement, qui est très importante de vraiment venir bloquer, stabiliser l'arrière-pied, notamment pour ce type de pathologie. Voilà, donc là, les petits taquets extérieurs. Et ensuite, si on veut jouer sur la stabilisation sous l'arrière-pied, J'ai Gaël qui me demande si toi l'empreinte est en décharge. Oui, toi tu fais l'empreinte en décharge. oui, en printemps. Qu'est-ce qui se passe? Développer Et, sur l'ordinateur. Hop, alors. et, Alors, en, et en, en commentant qu'avec ton empreinte en décharge, du coup, tu as déjà une correction de valgus qui est appliquée en partie. Je pense que Gaël entend par là le fait que tu vas avoir moins d'affaissement, étant donné que tu es en décharge. Donc, tu as déjà une voûte plantaire qui va corriger ton valgus. alors, comme je disais tout à l'heure, le valgus, là, en l'occurrence, ah mince, il était mineur, donc je ne voulais pas jouer dessus. Donc, j'ai pas demandé ce que j'ai sur les prochains, enfin, sur les précédents webinaires, je parlais souvent d'augmenter les hauteurs de cavus
pour avoir plus de stabilité dans la voûte plantaire et augmenter ce soutien de voûte. Là, pour ce patient-là, pour la prise d'empreinte, je l'ai laissé sur le fauteuil en décharge, la jambière relevée, et j'ai juste, moi, appliqué le podoclic sur le pied. Mes empreintes, je ne les fais qu'en décharge avec le podoclic. Mais on peut les faire aussi en charge, hein, pour ceux qui le souhaitent. Moi, je préfère Ah en oui. décharge, c'est plus simple. Et je n'applique pas de correction particulière dans ce cas-là, mais en fonction de la pathologie du patient, je vais des fois demander soit de relever les orteils, soit de mettre le pied un peu plus en arrière, ou un peu plus en latéral, en pronation, en supination. Mais c'est moi qui vais guider le patient sur ma prise d'empreinte en fonction de ce que je veux faire. Parce Ok. on pourrait supposer, par exemple, que, que la prise d'empreinte en soi soit correctrice pour la semelle. Et à ce compte-là, on vient avoir des hauteurs et des shorts moins importants. Quoi qu'il en soit, voilà, Gaël, l'empreinte, elle est en décharge aussi du côté d'Adrien. Et oui, effectivement, enfin, pour ta réponse, je suis d'accord avec toi. Le valgus va être corrigé en partie à partir du moment où on prend en décharge et qu'on va avoir moins d'affaissement de ce côté-là au niveau du pied. Ah, mince, voilà. Et je reviens juste sur l'élément stabilisateur derrière-pied. Ouais, Alors ça, c'est un élément qui est pas mal utilisé, qui peut remplacer l'angulation. Je fais juste une aparté dessus. C'est un élément qui va être de l'épaisseur totale de la résine que vous avez choisie. Donc c'est un élément qui est assez résistant sur une semelle de 2,5 ou de 2 millimètres. C'est un élément que j'éviterais d'utiliser sur de la semelle fine, de la semelle d'1,5 millimètre, parce qu'on risque d'avoir un petit affaissement sur ces ailettes, étant donné que ça va être de l'épaisseur de la semelle. Voilà, c'est une petite astuce par rapport au retour qu'on a eu que je vous donne. voilà. Et après, sur les hauteurs de semelle, donc on peut jouer sur plusieurs épaisseurs. 1,5, 2, 2,5. Alors, moi, j'utilise plutôt du 2. Et quand c'est vraiment très fin, ou pour les chaussures type escarpin, j'utilise du 1,5. Et si jamais j'ai des personnes qui sont plus costauds, je vais utiliser du 2,5. Après, on peut jouer aussi sur la largeur, hein, avec les différentes tailles. Et on voit ici la différence. Hop. Et après, je vous disais, j'ai pas fait de préconfiguration, mais j'ai dans le. Alors, j'essaie juste de vous le remontrer. Voilà. Si jamais ici sur les shorts, donc là c'est ma correction à moi, hein, donc pour ce patient-là, mais si jamais je veux gagner du temps en consultation et que on veut pas changer vraiment le plan d'appareillage, on peut préconfigurer ici des configurations, ce que j'ai fait moi pour des cas particuliers, et ça va directement changer ici les shorts de la semelle. Donc, par exemple, on part sur pied creux. Voilà, ça change directement, ça préconfigure et j'ai pas à refaire toute la configuration à chaque fois pour tous les éléments sous la semelle. Ça, c'est un petit gain de temps en consultation, ça peut être assez intéressant. Ok, c'est clair. Effectivement, vous avez la possibilité de vous créer votre propre bibliothèque de plans d'appareillage. C'est vraiment un conseil de l'utiliser parce que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, quitte à remodifier un petit peu tout simplement le plan que vous aviez préparé pour une pathologie type. Mais c'est de plus en plus utilisé par les utilisateurs de la solution. Donc, je vous invite vraiment à essayer d'enregistrer en fonction de vos retours au niveau des patients des plans types comme des modules en fait que vous feriez pour vous sur mesure, quitte à les remodifier un petit peu si jamais il y en a besoin en fonction du degré de la pathologie, du poids du patient ou de l'activité éventuellement sportive de celui-ci. Ok, très clair en tout cas. Tu peux Attends, arrêter j'ai le encore une partage, je question. pense. Ouais, c'est bon, j'ai enlevé, ouais. Gaël, tu ne montes pas beaucoup en short, 4-5. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par je ne monte pas beaucoup en short? Est-ce que j'augmente plus, tu veux dire parfois, ou pour ce patient-là? J'attends la réponse. En général, bah, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre du poids du patient, ça va dépendre de la correction que je veux donner à la semelle. Si c'est nécessaire, je le fais. Et parfois, j'arrive même à des shorts de 7, hein, donc 70. Je répète pour les shorts, hein, c'est de 10 en 10. Donc ça commence à 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et en fonction de ce que je veux faire, donc je répète, poids du patient et correction que je veux donner à la semelle, je vais augmenter mon short. Encore une fois, c'est au cas par patient.
la semelle que je fais pour ce patient-là ne sera pas identique à une semelle que je ferai pour une autre entorse. Ça pourrait y ressembler, mais on n'aura pas la même angulation, on n'aura pas le même short, pas la même épaisseur sur la semelle. Ça pourrait arriver que je fasse parfois la même, mais majoritairement, ce ne sera pas la même. En général, alors si on veut faire une généralité sur les shorts que j'utilise, on va dire que je suis sur des shorts entre 20 et 50. 60-70, je le réserve vraiment aux corrections très importantes que je veux faire. J'espère que c'est assez clair. Adrien, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, ouais. J'ai juste un petit problème de connexion, donc je ne sais pas si vous me voyez encore. Si, c'est bon, là, je te vois là. Et, en tout cas, très clair pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, en tout cas, comme d'habitude, à nous proposer d'autres thèmes pour les prochains webinars. On en a fait régulièrement là, ces dernières semaines. L'idée, c'est de continuer, d'en faire peut-être un peu moins par semaine en fonction de planning et de l'emploi du temps de tous, mais de continuer à en faire une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, en fonction des demandes de chacun, tout simplement dans le but d'avoir un échange autour de différentes pathologies qui peuvent être traitées avec des solutions 3D ou pas d'ailleurs. Écoute, merci en tout cas, Adrien. Merci à tout le monde. Je souhaite à tout le monde, tous ceux qui reprennent lundi, une bonne reprise. Hein. Bon courage pour la reprise, en espérant que vos cabinets tournent à nouveau tout de suite après cette longue période sans activité. Je vous le souhaite à tous. Ouais, et également, je vous dis au revoir et à demain pour ceux qui sont inscrits au webinaire de Dorian. À demain, merci de votre participation. Bonne journée, au revoir.